Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de la scolastique. Donc la scolastique c'est un terme qui est de retour de nos jours. Et je voulais explorer avec vous la raison pour laquelle on a tendance à entendre davantage ce terme dans la bouche des gens en ce premier quart de siècle. Alors qu'est-ce que la scolastique fondamentalement? C'est une méthode de pensée née au Moyen-Âge dans les universités et les monastères et qui vise à réconcilier deux phases de l'existence humaine, c'est-à-dire la raison et la foi, et en particulier de justifier la foi par la raison logique. Donc en fait, la scolastique avait une méthode très structurée pour pouvoir développer ses discours. Et cette structure se décompose de la manière suivante. Donc, dans un premier temps, on formule la question, ce qu'on appelle la quaestio en latin. Donc on pose une question précise d'ordre religieux, philosophique ou moral. Par exemple, Dieu existe-t-il? D'accord? Deuxièmement, on expose les arguments contraires, la objectio. C'est-à-dire qu'on rassemble tous les arguments possibles contre la thèse qu'on veut démontrer. Par exemple, si Dieu existe, pourquoi y a-t-il le mal? Voilà, ça serait une objectio à l'égard de la question Dieu existe-t-il? Troisièmement, on présente la thèse, sed contra en latin. Donc on introduit ensuite les arguments en faveur de la thèse et souvent à partir d'autorités reconnues comme la Bible ou comme Aristote. Donc ce qui signifie bien que en fait, la scolastique fait passer la philosophie du côté du commentaire de texte. C'est-à-dire de textes même canoniques reconnus comme étant des textes de référence. Et c'est en particulier évidemment la philosophie d'Aristote qui va servir on va dire, de pierre de touche de justification pour le discours sur la foi. C'est-à-dire justifier la foi par la philosophie aristotélicienne. Donc on va beaucoup se référer au texte d'Aristote, et évidemment, on va beaucoup se référer au texte biblique. Quatrièmement, donc on réfute les objections point par point de manière très rigoureuse. C'est ce qu'on appelle la responsio ou la resolutio. C'est-à-dire qu'on répond aux objections par une rigueur intellectuelle stricte en utilisant donc la logique et la raison. D'accord? Exemple, Dieu existe et le mal dans le monde a une raison morale et spirituelle. Voilà. Donc ça permet de répondre à la objectio. Et cinquièmement, on fait la synthèse et la conclusion de tout ça, c'est-à-dire qu'on résume la position finale en intégrant les réponses aux objections. Donc au travers des siècles, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la scolastique a permis un certain nombre d'avancées intellectuelles majeures qui ont notamment permis de systématiser la philosophie et la théologie, et notamment aussi d'articuler les deux, d'articuler la philosophie et la théologie, et de définir un cadre précis, notamment pour les règles directrices à la conduite de l'esprit, ou même d'être vu comme réponse à la question « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» Et donc là, petit clin d'œil, si vous voyez une référence implicite ou pas d'ailleurs à un ouvrage de Descartes et à un texte plus ou moins court de Kant, ce n'est pas forcément fortuit, n'est-ce pas? Donc, la philosophie scolastique a pour fonction positive d'imposer finalement une procédure stricte, de fixer des critères objectifs et d'empêcher la dispersion dans la pensée. C'est-à-dire que, en plus, elle permet à ceux qui maîtrisent ce cadre de démontrer leurs compétences intellectuelles sur la base, on va dire, c'est ça, comme je l'ai dit, de critères objectifs. Donc c'est là qu'on peut commencer à faire le lien avec l'époque d'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde marqué par l'individualisme radical, par la sécularisation, un monde sans principe supérieur, et même un monde sans Dieu, mais même un monde qui, effectivement, tend à nier la question de l'autorité, c'est-à-dire que, en tant que personne, je peux être sous l'autorité de quelqu'un. Et là, dans le cadre, on va dire, des principes du bien et du mal, de la question de la morale, et effectivement, c'est à l'individu que l'on attribue le pouvoir de définir ses propres principes moraux. C'est-à-dire qu'avant, on se référait à une autorité, que ce soit même un maître, notamment à l'époque de la scolastique, on se référait à un maître ou à Dieu. Et en ce sens, aujourd'hui,
on ne se réfère plus à ce maître, mais on se réfère presque à soi-même. C'est-à-dire c'est à soi-même de définir ses propres principes d'existence, ses propres principes moraux, ses propres principes de l'ordre du bien et du mal. Et donc, vous comprenez bien que nous sommes entrés dans une époque où la structure tend à se perdre, où c'est un peu l'apanage de celui qui criera le plus fort son avis personnel sur les choses, indépendamment effectivement de la question de la logique et de la rationalité. C'est-à-dire que au titre que je suis une personne individuelle, on va dire libre, eh ben, j'ai le droit de la ramener sur un sujet, d'accord ? Parce que c'est moi, parce que voilà, c'est l'individualisme, c'est comme ça. Alors que effectivement, bien souvent, quand je la ramène sur un sujet, il arrive régulièrement quand même que les gens soient complètement dispersés dans la pensée, que ça part dans tous les sens, que même ce soit carrément du hors-sujet. Et donc on voit bien que l'époque d'aujourd'hui conduit effectivement la pensée à être totalement déstructurée, complètement irrationnelle, voire absurde. Donc la scolastique, aux yeux de certains, offre ce retour précis à un cadre normé du discours humain. Ce que, effectivement, comme on l'a dit, la modernité a contribué quelque part à dilapider. Donc, la raison humaine, et grâce à la scolastique, donc plus que l'expression individuelle d'une pensée, plus que la revendication de principes subjectifs qui ne me concernent que moi seul, la raison humaine est une faculté qui agit de concert avec quelque chose de plus grand que soi. Donc, en l'occurrence, il y a je l'ai dit, je le répète, il y a des critères objectifs à la pensée structurée et rationnelle, non dispersée, intelligente, etc. Voilà, c'est ce que on a tendance à avoir oublié de nos jours. Donc la scolastique permet ce retour à une forme de dépassement de l'opinion personnelle et à s'émanciper de la cacophonie ambiante liée à l'expression intempestive des opinions personnelles dans l'époque. Mais le problème, c'est que la scolastique n'est pas la panacée, que la scolastique peut avoir une forme de dérive. Et nous allons effectivement aborder cette ou ces dérives, ça dépend comment on le voit. Donc la première chose, c'est que la scolastique, en fait, a eu tendance à se focaliser vraiment sur la structure de la pensée. C'est-à-dire que on s'est mis à considérer que dériver du modèle structurel de pensée, c'était soit effectivement tomber dans l'erreur, ou alors formuler une tentative de tromperie. Donc, la scolastique a pu se laisser aller à une forme de rigidité formelle. Et cette rigidité formelle, donc, pose un problème à plus d'un titre, c'est-à-dire que d'une part, elle muselle l'originalité de la pensée, elle muselle l'esprit critique, et elle muselle effectivement la volonté, la propension typiquement humaine, on va dire, d'aller découvrir de nouvelles choses, d'aller sortir des sentiers battus pour découvrir de nouvelles choses. Même si c'est pas très académique, on va dire, et ben parfois, et même souvent d'ailleurs, les grandes découvertes scientifiques n'ont pas été de grandes suiveuses des normes préétablies, on va dire, et que effectivement, il a fallu dépasser le cadre académique pour en arriver à des nouvelles découvertes, notamment en sciences, même en philosophie d'ailleurs. Donc, de ce point de vue-là, la scolastique, dans sa rigidité formelle exacerbée, muselle cet esprit de découverte et cet esprit critique. Par ailleurs, la philosophie scolastique, en tant qu'effectivement elle devient une pensée très structurée, très normée, très rigide du point de vue de la forme, elle nécessite donc un certain temps de travail de la part de la personne qui s'y attelle, qui en fait l'étude. Et en ce sens,
elle ne peut pas concerner tout le monde. C'est-à-dire que la scolastique, demandant un certain temps tous les jours dans le cadre de son étude, ne peut pas concerner fondamentalement, par exemple, un paysan du XIIIe ou du XIVe siècle qui passe 12, 13, 14 heures par jour, je ne sais pas, sur ses cultures pour pouvoir faire vivre sa famille et faire vivre la communauté, d'accord ? Donc effectivement, la scolastique, comme elle a une structure très normée et très structurée, d'une part, elle devient un discours de gens qui ont du temps à y passer à l'étude, et elle devient donc un discours de spécialiste. Et elle devient d'autant plus un discours de spécialiste qu'en fait, elle traite de questions un peu supérieures de l'ordre de la foi et de la justification de la foi par la raison, comme on l'a dit. Et qu'en plus, elle est d'autant plus déconnectée des questions du quotidien qu'elle fait du commentaire de texte. C'est-à-dire qu'elle va justifier la foi par la raison, par donc les textes d'Aristote, etc. Donc on entre effectivement dans la philosophie comme discours théorique de spécialistes qui ont du temps à passer sur ces questions-là, et qui, effectivement, ne répond plus, ou n'est plus susceptible d'offrir un certain nombre de réponses pratiques aux questions immédiates de la vie quotidienne de la personne lambda. Ce que faisait d'ailleurs la philosophie jusqu'à l'époque, la fin de l'époque hellénistique, c'est-à-dire fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, où effectivement la philosophie était centrée effectivement sur la pratique et était centrée donc sur l'immédiateté du quotidien. C'est-à-dire qu'on avait à l'époque la philosophie dite dogmatique, au travers notamment de l'épicurisme et du stoïcisme, qui était centrée sur la question de réviser ses jugements à l'égard des choses, pour mieux gérer sa vie quotidienne tous les jours. D'accord ? Et on avait également les philosophies qui invitaient à la suspension du jugement, et en l'occurrence c'est la philosophie de Pyrrhon, ce qu'on appelle le pyrrhonisme ou le scepticisme, où là effectivement il ne s'agissait plus de modifier ses jugements, mais de se dire de faire une suspension du jugement à l'égard des choses, devant effectivement le peu de certitude que l'on avait, que l'on a dans la vie, quoi. Voilà. Donc, la philosophie, jusqu'à la fin du 1er siècle avant JC, était fondamentalement une philosophie centrée sur la pratique et qui était à même de donner un certain nombre de pistes de réponse à la personne lambda du quotidien qui se posait des questions de l'ordre du quotidien, on va dire. Mais avec la scolastique, la philosophie s'est déplacée vers la question du spécialiste et vers la question donc du commentaire de texte. Donc, la scolastique contribuant à transformer, ou en tout cas à institutionnaliser la philosophie comme étant un commentaire de texte canonique, devient finalement, je l'ai dit, ce discours de spécialiste. Et ce discours de spécialiste entraîne effectivement ce qu'on appelle le phénomène de l'autorité intellectuelle. C'est-à-dire que le maître de la quaestio disputata, donc c'est-à-dire la question disputée que l'on a résumée précédemment en 5 points, tout à l'heure, eh bien, ce maître acquiert une forme d'autorité intellectuelle au titre qu'il a été capable, à diverses reprises, de formuler un raisonnement clair, logique et structuré et conforme à la méthode scolastique. Donc en ce sens, on lui fait confiance intellectuellement. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle l'autorité intellectuelle, en tant que spécialiste. Voilà. Donc cette autorité intellectuelle, progressivement, elle passe à la question de l'autorité sociale. C'est-à-dire que maintenant, comme cette personne a montré des capacités intellectuelles de haut niveau, et conforme à la scolastique, eh bien, je lui fais confiance parce que c'est lui, en tant que personne, donc en tant que maître, puisque c'est lui le maître. Donc, cette personne acquiert une forme d'autorité sociale qui fait que dans le domaine concerné de la scolastique et des questions de la scolastique, on va lui faire confiance, ou plus facilement qu'à un autre. Et cette dimension d'autorité sociale, et c'est là le risque principal, devient une forme d'autorité morale, c'est-à-dire que
On développe un certain nombre de discours sur la scolastique et conforme à la scolastique et des discours de très haut niveau, mais en même temps, l'auditoire en face commence à nous faire confiance pour des questions qui dépassent largement le cadre de la scolastique. Par exemple, pour des questions d'ordre de la vie quotidienne, par exemple. Hein. Alors, pas forcément des questions de la vie quotidienne liées à un métier particulier qui concerne qu'une infime partie de la population, mais des questions, on va dire, d'ordre peut-être relationnel ou familial avec les gens, qui là sont des choses, effectivement, que les maîtres eux-mêmes vivent dans leur quotidien, d'accord ? Donc ils sont à même, on va dire, d'en trouver les réponses, hein. Et en ce sens, comme le raisonnement de l'auditoire, qui estime que cette personne a une autorité intellectuelle et une autorité sociale, et elle se dit qu'effectivement, comme cette personne sait pertinemment bien réfléchir sur les questions de la scolastique, peut-être qu'elle peut transposer ces capacités-là à la vie quotidienne afin de trouver des réponses et d'agir au mieux dans la vie quotidienne. Donc, cette autorité sociale devient effectivement une autorité morale. Et c'est là le principal risque, c'est qu'effectivement, on a d'une part des élèves qui risquent de tomber dans une forme de sidération à l'égard de l'aura du maître, à l'égard de son autorité globale, à l'égard de ses capacités intellectuelles, une forme d'admiration presque sans borne, hein, ce qui arrive, une vénération, si l'on peut dire, une idolâtrie, hein, d'accord ? Et d'autre part, on a l'autre versant, c'est-à-dire le maître qui se rend compte qu'en fait, il a une forme d'emprise, et c'est bien le mot, sur un auditoire qu'il admire, peut à un moment donné user et abuser de cette emprise et de ce pouvoir qu'il a sur les gens pour obtenir un certain nombre de faveurs de cet auditoire-là. Donc c'est ce qu'on appelle finalement une forme d'abus de pouvoir égocentrique, personnel sur les gens. Donc ce qu'on remarque, c'est que on remarque un phénomène historique, et c'est d'ailleurs ce que Descartes, quelque part, a voulu critiquer, c'est-à-dire dans son discours de la méthode, où Descartes, en fait, se rend compte à un moment donné que il a appris beaucoup de choses de plusieurs précepteurs, et il s'est rendu compte qu'en fait, que d'un précepteur à l'autre, parfois, on pouvait avoir des conclusions totalement contradictoires sur une même question. Et il s'est dit, mais comment c'est possible que des gens qui ont passé autant de temps sur ces thématiques-là, et qui sont reconnus comme étant de très haut niveau intellectuel et qui le sont factuellement, puissent à un moment donné arriver à des conclusions totalement opposées et contradictoires. Il y a un truc qui ne va pas, en fait, se dit Descartes. Et donc Descartes, plutôt que d'écouter aveuglément et de tomber dans une forme d'idolâtrie à l'égard des précepteurs qu'il a pu avoir, se dit à un moment donné, écoutez, je vais partir à la conquête, enfin pas à la conquête, mais à la découverte du monde, et je vais mettre à l'épreuve ce que j'ai appris dans le cadre du monde lui-même, dans la pratique du monde lui-même. Je vais mettre les choses que j'ai apprises à l'épreuve de la réalité. Donc ça, c'est tout ce qu'il dit dans le discours de la méthode. Plutôt que de tomber dans une forme d'idolâtrie à l'égard de ses maîtres et de se laisser aller, effectivement, aux actions d'abus de pouvoir de ces maîtres-là. Donc voilà. Donc on est dans une tension essentielle, hein, ici même, et ça va être la conclusion de mon propos. La scolastique recèle en elle-même, intrinsèquement, la tension de la pensée, du penser, de l'action de penser et de l'action d'obéir. Donc c'est-à-dire que on est dans une forme de théorie des vases communicants, c'est-à-dire que trop d'individualité ou de liberté critique peut conduire à une perte de structure, à un risque de dispersion ou d'incohérence. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui arrive souvent, hein, quand on est dans la spontanéité de la pensée, parfois, effectivement, que les idées nous viennent très très vite, on va partir dans un sens, puis après on va partir dans l'autre, etc. Et finalement, le propos va manquer de structure. Mais en même temps, trop de structure, c'est perdre le contenu, perdre la créativité et perdre la pensée critique. Donc, on tombe dans une forme d'obéissance plus ou moins aveugle à une autorité supérieure, en l'occurrence un maître, hein, par exemple. Et en plus, trop de structure enferme
le discours dans une forme de spécialisation qui ne s'adresse plus qu'à une élite intellectuelle formée sur le sujet et qui a donc le temps tous les jours de se former sur le sujet. On peut citer l'exemple par exemple de l'art ou même de l'art pictural ou de la musique. Hein. Effectivement, on voit bien que dans l'histoire de la musique, il y a une forme de structure claire et évidente qui s'est développée, ce qui fait que la musique était finalement quelque chose on va dire d'accessible. Par exemple, la musique de Mozart est une musique très accessible parce qu'en fait, Mozart, c'est la mélodie pure et c'est la structure limpide, d'accord ? En revanche, si vous prenez la musique par exemple, Johannes Brahms, là, on entre déjà dans une musique un peu plus élitiste, un peu plus difficile d'accès. Et alors, si on commence à aller vers des gars comme Jean Sibelius ou Mahler, là, on est sur encore de la musique classique encore plus difficile d'accès, quoi. Donc, on voit bien que à mesure que l'histoire de la musique s'est avancée dans le temps, on a dû effectivement, et c'est vrai aussi pour la peinture, hein, on a dû trouver de nouvelles formes de musique, hein, une nouvelle manière de faire de la musique pour éviter de refaire ce qu'on a fait dans le passé des décennies entières, n'est-ce pas ? Et en fait, à un moment donné, et ça c'est vrai encore une fois en peinture aussi, à un moment donné, à force de vouloir chercher une nouvelle manière de faire de la musique, on s'expose aux limites intrinsèques du médium lui-même, du médium musical lui-même. Ce qui fait qu'à un moment donné, on peut arriver à des aberrations. Alors, non seulement on élitise quelque part l'art en question, on le rend, on va dire, écoutable, on va dire, ou appréhendable à des gens initiés, qui ont le temps de s'y initier, mais en plus, on va toucher aux limites du médium lui-même, c'est-à-dire qu'on va arriver à des aberrations comme, effectivement, la musique sans son de John Cage. Voilà. Et il suffit d'aller voir ça sur YouTube, vous allez voir, c'est quand même assez... c'est presque un sketch des inconnus, quoi. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que la scolastique illustre cette dichotomie permanente, entre penser et obéir, entre normes et pensée originale, entre autorité et créativité. C'est-à-dire que c'est pas qu'il faille choisir entre penser par soi-même sans structure ou obéir aveuglément à une autorité, on va dire, préétablie, une structure préétablie. C'est qu'en réalité, c'est toujours pareil, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre, avec on va dire, un degré d'intensité, un degré de quantité de l'un et de l'autre à la juste mesure afin que la pensée soit claire, structurée, limpide, mais en même temps qu'elle soit, on va dire, originale, qu'elle soit quelque part novatrice, qu'elle soit vivante, qu'elle soit incarnée, d'accord ? Parce que sinon, effectivement, si l'on tombe trop dans la structure, on tombe vers une forme de pensée, on va dire, totalement désincarnée et très mécanique, ou très mécaniste, j'allais dire. Mais de l'autre côté, après, on tombe dans une pensée, on va dire, à la limite de l'incohérence, et on va dire trop éclatée et trop chaotique, d'accord ? Donc, ce que la scolastique nous rappelle en 2025, c'est de ne pas revenir à l'époque médiévale et de ne pas faire preuve de nostalgie. Hein, c'est ce qui arrive beaucoup aujourd'hui. Hein, on voit beaucoup de gens qui ont la nostalgie du Moyen-Âge, alors qu'en fait, c'est une époque qui est beaucoup fantasmée à bien des égards. On projette sur une époque révolue que l'on n'a jamais connue nos propres fantasmes ou nos propres envies, on va dire. Alors qu'en réalité, ça conduit à une forme de stérilité existentielle, en tout cas. On vit dans un passé que l'on fantasme, et alors plutôt que de vivre le présent. Et puis même politiquement parlant, si l'on s'évertue à une activité politique, en fait, c'est pareil. Plutôt de prendre en considération les circonstances de l'époque dans laquelle on vit, en fait, on essaye de plaquer ce que l'on croit d'une époque révolue à l'époque d'aujourd'hui. Et là, c'est la route droite vers l'échec politique total. Mais donc, ce que nous invite à faire la scolastique, c'est de penser avec rigueur et profondeur, et surtout de mettre de côté, on va dire, comment dire,
son ego, de mettre de côté sa tendance à vouloir tout de suite la ramener parce que c'est moi, d'accord, et de effectivement considérer objectivement que, en ce sens, le discours intellectuel, le discours de pensée, se doit d'être, on va dire, un minimum structuré par quelque chose de supérieur, par une norme, par une forme globale, afin d'éviter la pensée chaotique, afin d'éviter donc la pensée, on va dire, trop émotionnelle. Voilà. Donc, la scolastique nous invite à l'effort de structure et à mettre de côté son ego qui veut que, en fait, on ait tendance à trop vouloir se mettre soi-même en avant. Voilà.